Claire. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Europe 1 Soir Week-end, j'accueille mes débatteurs de la première heure. Antonin André, chef du service politique du JDD. Bonsoir Antonin. Bonsoir Stéphanie. Elliot Maman, chroniqueur politique. Bonsoir Elliot. Bonsoir. Mon invité, Benoît Perrin, économiste et directeur de Contribuables Associés. Bonsoir Benoît Perrin. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. J'aime bien vous avoir parce que vous êtes le seul économiste à bien expliquer aux auditeurs d'Europe 1 finalement ce qu'ils vont payer à la fin, parce que on paye toujours à la fin finalement. On va parler de ce feuilleton du budget qui se poursuit à l'Assemblée nationale après avoir adopté vendredi la partie recette du budget de la sécurité sociale. Eh bien, les députés ont réintroduit la suspension de l'emblématique réforme des retraites. Prochaine étape, ce sera mardi, le vote sur l'ensemble du texte à l'issue incertaine. En tout cas, s'il était adopté, on aimerait bien quand même comprendre ce qui va se passer, parce que je pense que tout le monde en a un petit peu marre de commenter cette séquence budgétaire et on se demande toujours quelles vont être les conséquences concrètes sur notre quotidien. Donc, suspension de la réforme des retraites, c'est pas encore totalement acté puisqu'il y aura un vote mardi, on le disait, mais ça concerne combien de Français déjà, Benoît Perrin, 650 000 comme le dit le PS ou 350 000 comme l'avait dit en octobre Sébastien Lecornu? C'est un peu plus de 300 000 effectivement. Là, il faut bien comprendre quand même que l'accord, effectivement, donc il y a eu un vote à l'Assemblée sur la partie recette de la sécurité sociale. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est à quel prix. C'est-à-dire que sur le principe, on peut se dire, c'est bien, il y a enfin un accord. Mais il faut bien comprendre que ça a un prix qui était cher, c'est-à-dire des augmentations d'impôts. Augmentation d'impôts, il y en a deux, c'est finalement assez simple. C'est la hausse de la CSG, donc de 1,4 points sur les produits financiers et les dividendes. Oui. J'insiste sur la partie dividende parce qu'on peut se dire de loin, en fait, ça ne concerne pas grand monde. Le capital, quoi. Et en fait, exactement. Oui. Et en fait, il faut comprendre qu'il y a beaucoup quand même de petits patrons qui se versent des salaires très bas pendant toute l'année. Et à la fin de l'année, s'ils ont justement un bénéfice qui est un peu important, ils se versent des dividendes. Donc eux, ils vont être directement impactés par cette hausse de la CSG. Et puis, deuxième impôt sur lequel les députés se sont mis d'accord, c'est la taxe sur les mutuelles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que très concrètement, les mutuelles vont très probablement répercuter cette nouvelle taxe sur évidemment les cotisations des uns des autres. Moi, le patron de Generali que j'avais interviewé d'ailleurs pour les pages économiques du JDD que dirige Antonin André m'avait clairement dit le jour où ça sera augmenté, c'est l'assuré qui payera. En fait, c'est toujours la même histoire. Quand on pense spontanément des augmentations d'impôts sur les entreprises, on se dit en fait ça ne nous concerne pas, mais il faut toujours comprendre, c'est toujours le consommateur qui paie, puisque les structures veulent garder leur marge, et donc du coup elles répercutent le prix. Donc voilà, c'est un accord du coup, nouveaux impôts, renoncement, vous l'avez dit, de la réforme des retraites, qui est quand même une catastrophe absolue, parce qu'il faut bien comprendre que s'il y a des augmentations d'impôts, c'est aussi en partie pour justement financer l'argent que va coûter précisément cette suspension de la réforme des retraites, qui va coûter à peu près 3 milliards. Donc vous voyez, c'est une espèce de vase communicant, tout en comprenant quand même que ça ne va régler aucun problème. 3 milliards à quelle échéance? Alors, échéance 2027. Oui, en attendant, c'est 300, 400 millions. Exactement. À chaque fois, les chiffres sont jamais précis. Il y a toujours des sources différentes, mais c'est jamais... C'est exactement ça. Donc, sans régler aucun problème, parce qu'il faut quand même rappeler que le déficit de la sécurité sociale, c'est aux alentours de 20 milliards. Mais il aurait été sauf erreur de ma part, de 30 milliards s'il n'y avait pas eu d'accord sur le PLFSS. Donc, c'est pour ça que c'est d'ailleurs un argument que Sébastien Lecornu a utilisé pour essayer de convaincre les récalcitrants. Tout à fait. Alors, vrai ou faux? Non, vrai, non, tout à fait vrai. Ce que dit Antonin, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a du bluff de la part de Sébastien Lecornu? Non, je pense pas qu'il y ait de bluff. Effectivement, on limite les déficits, mais il faut bien comprendre qu'on ne règle aucun problème, encore une fois. On aura des déficits d'à peu près 20 milliards. Il faut quand même se souvenir que la dette de la sécurité sociale, c'est à peu près 8% des fameux 3 200 milliards. Donc on est aux alentours de à peu près 250 milliards. Vous voyez, il y a un gros déficit, il y a une énorme dette, et en fait on ne fait que mettre la poussière sous le tapis parce qu'on ne résout absolument aucun problème. Je pense que c'était l'occasion de faire comprendre, je crois, et d'avoir ces débats-là, de se dire attention, on a aujourd'hui un système de protection sociale qui est en grande partie qui repose sur le travail. À partir du moment où vous avez une société qui vieillit, et par définition, vous allez avoir de plus en plus d'inactifs et de moins en moins d'actifs. Donc, on va avoir de gros problèmes pour financer cette fameuse protection sociale. Et je trouve que c'était l'occasion d'avoir un débat de fond sur, effectivement, les retraites, l'assurance maladie. On y retourne au débat, puisque le conclave, alors on l'appelle plus comme ça, mais le conclave a recommencé pour la énième fois. Mais c'est vrai aussi, Benoît Perrin, que les Français n'en voulaient pas de cette réforme des retraites, dans la grande majorité. Alors, c'est un peu comme pour les impôts, c'est-à-dire qu'on est toujours pour
pour l'augmentation des impôts des autres et jamais C'est nous. ça. Là, sur la réforme des retraites, c'est vrai que, alors quoi que les sondages sont quand même en train d'évoluer, mais initialement, vous avez raison, mais en même temps, c'est toujours difficile de demander aux gens de travailler 2 ans de plus. C'est, je crois, la guerre du bonbon contre le brocoli. C'est-à-dire que les gens qui proposent des bonbons, ils sont toujours plus populaires que ceux qui proposent des régimes au brocoli. Mais au final, c'est bon pour la santé. Mais le brocoli fait maigrir. Les réformes de retraite, historiquement, sont toujours impopulaires, puisqu'on demande aux gens davantage d'efforts. Ce qui est inédit là, c'est que c'est la première fois qu'un gouvernement revient sur une réforme des retraites qui a été votée. Et ça crée un précédent qui est assez préoccupant, parce que, en l'occurrence, même pour impopulaire qu'elle soit, ces réformes des retraites, jamais aucun gouvernement ne revient en arrière. C'est ça qui est inquiétant, et le mauvais signal envoyé notamment au marché, c'est qu'on revient en arrière sur une retraite qui, d'une certaine façon, avait été quand même digérée. Ah oui. C'est vrai, et en plus dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, il n'y a pas beaucoup de réformes structurelles, et encore moins de réformes structurelles d'économie. Et là, c'était une réforme d'économie et de bon sens, puisqu'il faut rappeler qu'encore une fois, tous les pays occidentaux font la même chose, parce qu'ils sont tous confrontés au même problème de vieillissement. Alors certains vous disent, on est d'accord sur la nécessité d'une réforme des retraites, mais c'était un texte qui était mal écrit. Est-ce qu'on peut concéder ce point ? Mal écrit, oui et non, puisque de toute façon, le sujet de crispation portait sur l'âge. Et ça, vous pouvez le réécrire comme vous voulez. Il y aura toujours cette mécanique de l'âge que l'on repousse. Mais est-ce qu'on est obligé de parler de l'âge, finalement ? Alors non, on pourrait choisir d'autres systèmes de réforme. C'est ce qui avait été fait dans la première tentative de réforme de Édouard Philippe, qui a été ajournée par le Covid, qui était une réforme par points. Ce que voulait faire Emmanuel Macron dès le départ. Absolument, mais probablement, et pour embrayer sur ce que vous dites, que le sujet du financement de la protection sociale, qui repose trop sur le travail, et peut-être que l'on pourrait trouver d'autres ressources, la TVA par exemple, ou bien le système de retraite, ces sujets-là doivent faire l'objet de la campagne présidentielle qui s'avance. Et c'est là qu'il faut absolument que les différents partis politiques se positionnent, et de façon extrêmement claire, sur leur choix sur la retraite. Est-ce qu'on s'en tient à l'âge, ou est-ce qu'on s'en tient à la durée de cotisation et d'une retraite un peu à la carte? Quelle dose de capitalisation dans le système de retraite? Mais Antonin André, Emmanuel Macron était clair quand même. Au moins, il était clair. On peut lui laisser il était clair, quand même pendant sa campagne. On voit que le sujet aujourd'hui est devenu un sujet structurant de la vie politique française, puisque au-delà même du problème des retraites, c'est un problème de financement de notre modèle social. Mais ça, dans une assemblée comme elle est aujourd'hui, c'est évidemment impossible de poser ces sujets-là. Mais il faut impérativement que la prochaine campagne présidentielle les traite et les règle, parce qu'on a perdu énormément de temps. Benoît Perrin, Antonin André a prononcé le mot de capitalisation. Alors ça, c'était un grand tabou chez les responsables politiques français. Ça l'est de moins en moins. Ça l'est de moins en moins pour des raisons de démographie. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend bien que quand vous avez un système qui a été bâti pour 5 actifs pour un retraité, aujourd'hui on est à un peu plus d'un actif, un actif et quelques pour un retraité, on sait que ça ne peut pas tenir. Donc on est obligé de trouver d'autres solutions. Ce qu'est la capitalisation. Alors la capitalisation, c'est un système qui permet à chacun en fait de mettre de l'argent de côté, de le placer sur les marchés financiers, et au moment de sa retraite, d'en toucher soit le capital, soit les dividendes. Donc en gros, on cotise en quelque sorte pour soi, et ça me semble être un système absolument incontournable. Encore une fois, parce que avec un système par répartition qui est basé effectivement sur l'argent des actifs qui va vraiment le jour où ils touchent leur salaire, le lendemain, l'argent va dans la poche d'un retraité. Il faut bien comprendre que c'est aussi simple que ça. Donc dans des systèmes effectivement où la démographie ne joue pas en faveur de ce fameux système, eh bien on est obligé effectivement non seulement de continuer à reporter l'âge de départ à la retraite, parce qu'on sait très bien que on va devoir aller jusqu'à 67 ans. Et le deuxième outil, vous en avez parlé, c'est la capitalisation, parce qu'il faut que chacun cotise pour soi-même, parce que, encore une fois, sinon le système ne fonctionnera pas. Et puis ça finance l'innovation dans plein de pays, comme les États-Unis, même la Chine. Ça c'est vrai qu'on l'explique mal aux Français. Alors c'est très vrai, ça finance l'économie. L'économie, pour le coup réelle, comme on dit. C'est de l'argent, effectivement, qui est injecté dans des entreprises qui en ont besoin pour développer leurs activités, pour investir, pour embaucher ou que sais-je. Donc c'est un levier en plus de stimulation de l'économie. On voit bien que l'économie française est en panne depuis très longtemps. Ça fait, je crois, à peu près 15 ans qu'on n'a pas dépassé les 2% de croissance. Imaginez quand même. Et je crois que la responsabilité de nos responsables politiques, ça devrait être justement de se concentrer sur quels sont les freins au développement de l'économie française. Et plutôt que de se tourner vers l'avenir, de se dire en fait comment faire pour stimuler cette économie, malheureusement on a des responsables politiques qui reviennent sur les quelques économies qui ont été faites, et surtout qui continuent à maintenir un système de verrouillage total de notre économie, alors que nos voisins et le monde entier, malheureusement pour nous en quelque sorte, et
justement sur une C'est dynamique sûr qu'il y a longtemps extrêmement qu'ils ne sont stimulante. plus dans ces débats. Eliott Maman, Oui, j'ai une question extrêmement simplette, mais simplement, on se dit que la ce capitalisation n'est jamais pourrait être... simplé. Non. Mais non, mais en l'occurrence vraiment, parce que la capitalisation pourrait être une méthode, une solution par rapport aux problèmes auxquels on fait face. Mais est-ce que véritablement introduire la capitalisation est compatible avec notre modèle tellement dispendieux de sécurité sociale? C'est-à-dire, est-ce que véritablement on peut introduire la capitalisation, un méthode par capitalisation, dans notre système de sécurité sociale tel qu'il existe à l'heure actuelle, ou est-ce que en réalité, il s'agirait plutôt d'appliquer une réforme très structurante de la sécurité sociale pour la libéraliser, mais c'est-à-dire ne plus véritablement passer exclusivement par l'État, comme l'induit de fait un système par répartition, et avoir un système beaucoup plus déconcentré. Mais dès lors, est-ce que véritablement c'est compatible avec l'organisation de la France et les volontés des Français? Je crois que c'est plus psychologique qu'organique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'ailleurs de mettre à bas le système par répartition. Non. Personne ne dit on va supprimer la répartition et on va le remplacer par la capitalisation. Bien sûr. L'idée, c'est simplement, en quelque sorte, c'est d'avoir une espèce de mix Petite dose, entre comme le 70% font de plein de pays, répartition, en ouais, Suède, je crois. 30%, exactement, Oui, 30% maintenir une part de de capitalisation, parce qu'on ne peut pas tout mettre effectivement sur le marché. Pour le coup, c'est trop, entre guillemets, trop risqué. Donc, il ne s'agit pas de tout casser. Il s'agit juste de dire, voilà, on a la répartition et en plus, on va se créer une autre jambe pour justement maintenir notre système viable. Mais Par parenthèse, oui, Antonin une André. partie de la retraite des fonctionnaires est déjà Oui. une retraite par capitalisation. Donc en réalité, ça existe déjà. Absolument. Et les plus récalcitrants au système sont ceux qui en bénéficient. Et oui, et c'était, vous savez, j'avais lu ça, une mesure prônée par Jean Jaurès quand même, le socialiste Jean Jaurès à l'origine des temps. C'est très vrai, et on peut parler aussi des pharmaciens. Vous savez, les pharmaciens, ils font 50% répartition, 50% capitalisation. Le Sénat, c'est pareil, vous voyez. Il y a... Ouais, et puis même les salariés, enfin on le fait tous plus ou moins quand on est salarié, les On a des PER, plans de quand on retraite. a la chance mais d'être... ça, c'est libre, c'est pas obligatoire. Chez Ouais. les fonctionnaires, il y a une part de leur retraite qui est de toute façon capitalisée. Mais justement, l'épargne, dans les entreprises comme ça c'est une solution aussi qui Alors c'est une piste solution, mais intéressante, là, Benoît Perrin. c'est évidemment, effectivement, faut s'en inspirer. Mais effectivement, dans les entreprises, c'est d'entreprises ou pas d'ailleurs, parce que n'importe quel Français peut souscrire un PER. C'est évidemment une solution à développer, parce qu'encore une fois, on n'a pas le choix. Il faut effectivement se dire que malheureusement, encore une fois, il faut vraiment revenir au sujet central qui me semble être la démographie. Bah oui. Compte tenu de la démographie qui est la nôtre, compte tenu de l'hiver démographique dans lequel on est rentré, on va devoir réfléchir à d'autres modes de financement. Ça peut être effectivement la TVA sociale, ça peut être une partie de capitalisation. Enfin bref, il faut simplement se dire, voilà, on a des masses qui sont en jeu, qui sont considérables. Il faut quand même rappeler que le budget de la sécurité sociale, c'est plus important que le budget de l'État. C'est évidemment plus important Oui, que le budget bien sûr. des collectivités locales. Donc là, on parle vraiment de milliards. C'est énorme. Il y a comme une enjeu. autre Antonin piste qui a été envisagée notamment par, je pense à Michel-Édouard Leclerc. Il se trouve qu'on a Oui. fait son interview dans le JDD de demain, passionnante d'ailleurs sur les conditions Ah, il a économiques plein dans lesquelles d'idées. vivent les Français. Et lui préconisait aussi de faire cotiser les machines et les robots qui remplacent en partie le travail humain. C'est-à-dire que dans les supermarchés aujourd'hui, les caisses automatiques, on pourrait leur imposer une taxe, puisqu'elles remplacent quand même des salariés. Attendez, Elles remplacent des ils salariés. voient la chose comment c'est-à-dire en fait, c'est les entreprises oui, les de l'IA entreprises. qui vont payer, c'est En ça fait, non, les entreprises. futurs robots Leclerc qui remplace ses caissières par des caisses automatiques Oui. pourrait cotiser à due intéressant. proportion, comme si c'était des salariés normaux, sauf qu'ils ne versent pas de salaire, mais ils cotisent une part de cotisation sociale pour abonder les comptes sociaux. Je dis ça parce qu'on parle souvent du risque de la destruction de l'emploi par oui, c'est l'intelligence intéressant, artificielle. effectivement. On dans ce peut considérer contexte-là. qu'à partir du moment où ça se substitue à une activité humaine, on fasse cotiser cette activité aux comptes sociaux. Benoît Perrin, Je trouve intéressant. que c'est une très très bonne idée. C'est une excellente idée. De toute façon, encore une fois, il va falloir qu'on trouve un système pour financer notre système et que cet argent ne vienne pas exclusivement du travail. Donc, toutes les sources sont les bienvenues. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on en est encore là dans ce débat, alors que bon, les voisins européens avancent, les autres pays, on est quand même, notre économie est mise à mal, on n'est plus très compétitif quand même en France et on est toujours sur ce débat de retraite, alors que les voisins travaillent beaucoup plus. Alors oui, on a un enjeu évidemment de production, on a un enjeu de productivité en France. Pour aller vite, on a un problème de croissance. Il faut absolument qu'on travaille plus. Il faut qu'on soit surtout plus nombreux à travailler parce que vous savez qu'on a ce fameux taux d'emploi qui permet de voir le nombre de personnes qui travaillent, qui sont en âge de travailler et qui sont véritablement en emploi. Par rapport à l'Allemagne, les chiffres sont Exactement, édifiants. on est à peu près à 69% quand l'Allemagne est à 77% de taux d'emploi. Et vous voyez, si on a un trou dans la raquette, notamment dans les cotisations sociales, c'est aussi parce que malheureusement, on n'a pas assez de jeunes qui travaillent, on n'a pas assez de seniors qui travaillent. Et le meilleur levier justement pour qu'on ait davantage de seniors en emploi, c'est précisément
de reporter l'âge de départ à la retraite. Et puis pour les jeunes, il faut bien comprendre que l'apprentissage est vraiment très important. Vous lisez dans mes pensées, c'est rigolo. J'allais dire, au moins ils ont lâché les apprentis là dans ce budget Alors voilà, de la sécurité sociale. Une des bonnes nouvelles, c'est effectivement, ça aurait pu rapporter 320 millions d'euros, mais quand même, c'est important de sanctuariser l'apprentissage. Ça aurait été vraiment dommageable. Exactement. C'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on n'a malheureusement pas assez de jeunes en emploi. Pour mettre les jeunes en emploi, il y a évidemment deux éléments importants. Le premier, c'est l'orientation. Il y a un énorme travail sur l'orientation des jeunes pour pas qu'ils s'enferment dans des filières qui n'ont pas de débouchés professionnels. Ils veulent rendre le bac plus difficile. Là. Ils ont enfin compris peut-être. Et j'espère. Et deux, effectivement, développer l'apprentissage. Et là, effectivement, le gouvernement envisageait d'augmenter les cotisations salariales sur les salaires que touchent les apprentis, ce qui aurait du coup réduit ce qu'ils auraient dans la poche. Et heureusement, pour le coup, l'Assemblée est revenue sur ce sujet-là. Donc, a priori, les apprentis continueront à toucher le salaire qu'ils touchaient encore aujourd'hui. Elliot Maman, vous qui êtes le cadet de ce studio, qu'est-ce que vous en pensez Non, mais en effet, c'est extrêmement important parce qu'un des mâles de la France est peut-être l'état très dispendieux de notre sécurité sociale. Mais en outre, nous produisons beaucoup trop d'élites, également des jeunes qui sont surdiplômés. Ça, c'est un autre mal typiquement français. Et tabou. Absolument. Peter Turchin le décrit très bien dans son dernier ouvrage, où l'on se retrouve après avec une élite intellectuelle qui est totalement désœuvrée, précisément parce que la surproduction de diplômes qui n'ont plus aucune signification ne se rattache à aucune réalité professionnelle ensuite. Et donc, en effet, c'est extrêmement important que la France puisse trouver des moyens, quitte à ce que ce soit au prix de certaines dépenses, des moyens pour avoir d'autres types de formations qui ne soient pas uniquement universitaires et qui permettent d'avoir une insertion professionnelle et professionnalisante à des métiers beaucoup plus techniques, assez immédiates. Merci Benoît Perrin d'être passé par le studio d'Europe 1, nous avoir décrypté ce budget, qui n'est pas encore voté parce que ça sera mardi, c'est pas encore gagné. D'ailleurs, nous dira certainement Antonin André, mais le plus dur reste à faire. C'est Éric Coquerel qui disait ça et il a peut-être pas tort. On se retrouve dans quelques instants avec le point sur l'actualité de Maëlle Laurent et la suite de nos débats.